RCJ Midi, édition spéciale. Les 80 ans de la révolte du ghetto de Varsovie. Soyez les bienvenus dans ce RCJ Midi spécial consacré donc aux 80 ans de la révolte du ghetto de Varsovie, une révolte qui a débuté le 19 avril 1943 et dont nous allons évoquer tous les aspects tout au long de la semaine. Ce lundi, nous abordons la vie juive à Varsovie avant la Shoah, la formation du ghetto et les conditions de vie dans l'enfer de ce territoire qui rassemblait 400 000 personnes sur 5 hectares, 3% de la surface de Varsovie, un enfer, antichambre des camps de la mort. Dans ce RCJ Midi spécial, je recevrai l'historien spécialiste de l'histoire juive polonaise, Jean-Charles Jurek, et puis nous écouterons un témoignage en direct, celui de Régine Friedman. Elle avait 8 ans dans le ghetto de Varsovie. Elle sera en compagnie de sa sœur Nathalie Metz, née en 1940, elle aussi dans le ghetto de Varsovie. Elles ont été cachées dans un orphelinat polonais. On écoutera un autre témoignage issu du ghetto, celui de Larissa Quin. Elle a pu s'échapper du ghetto, et puis des comédiens, Steve Suissa et Stéphane Fraisse liront des témoignages d'Emmanuel Regenblum et de Marie Berg. Églantine Delalleux, elle nous racontera l'histoire de la bibliothèque pour enfants du ghetto, et puis Margot Siffer nous parlera de la manière dont les témoignages ont été portés sur scène par le metteur en scène David Lescaut. Voilà donc pour le programme de ce RCJ Midi spécial que l'on débute par l'essentiel de l'actualité de ce lundi avec Margot Siffer. Le journal Margot Siffer. Les titres de ce lundi, Margot. Les pourparlers concernant la réforme du système judiciaire reprennent en Israël. En France, Emmanuel Macron s'adressera ce soir aux Français au sujet de la réforme des retraites. Enfin, du foot, Rudy, avec la victoire hier de l'OM en Ligue 1. On démarre donc avec l'actualité en Israël et dans le monde juif avec Yom HaShoah, la journée du souvenir de la Shoah qui débute ce soir. Il s'agit de commémoration en Israël à la mémoire des 6 millions de victimes juives qui ont été assassinées pendant la Shoah. Actuellement, un peu plus de 147 000 rescapés vivent encore dans l'État hébreu. Les détails avec notre correspondante pour RCJ, Cathy Bisraor. Comme chaque année, 12 personnes allumeront les flambeaux de ce Yom HaShoah. Et cette année, évidemment, la présence du fils de l'ancien Shah est très remarquée. Ici, il a des relations très proches d'Israël depuis des années, mais c'est la première fois qu'il y a une visite officielle très médiatisée ici. Évidemment, très symbolique puisqu'il allumera un des 12 flambeaux de ce Yom HaShoah. Le Yom HaShoah qui est caractérisé depuis quelques années et surtout cette année par une autre manière de commémorer ce jour de commémoration de la Shoah. Pas seulement des grandes cérémonies qui sont un petit peu impersonnelles, mais ce que l'on appelle aujourd'hui Zikaron Bassalon, traduit rapidement le souvenir dans son salon, dans sa maison, une initiative qui est née il y a une dizaine d'années et aujourd'hui 2 millions de personnes dans 65 pays du monde et également d'ailleurs en France participeront à cette initiative depuis hier, aujourd'hui et demain. Des personnes reçoivent dans leur salon des rescapés de la Shoah ou des deuxième et troisième générations de la Shoah qui racontent devant 20, 30, 40, 50 personnes leur histoire, un débat autour de cela et cette manière de commémorer la Shoah d'une manière beaucoup plus intime a créé véritablement un souvenir pour les prochaines générations. Il faut dire également que c'est le moyen de créer un nouveau narratif, de parler de nouvelles histoires dont on avait peu parlé, notamment la Shoah en Afrique du Nord. Ça a été le cas hier dans Zikaron Bassalon, dans la maison du président de l'État d'Israël, Yitzhak Herzog, qui a reçu devant 40-50 personnes un rescapé de la Shoah de Tunisie qui a raconté son histoire. Sera notre correspondante à Jérusalem. 2 ans après la tragédie du Mont Méron qui avait causé la mort de 45 personnes lors de la fête de Lag BaOmer, de nouvelles réglementations ont été annoncées. Alors que près de 250 000 personnes prévoient de s'y rendre d'ici 3 semaines, le ministre du Patrimoine et de Jérusalem a notamment prévu que les festivités se tiendront en dehors du complexe de Méron, dans une zone près de la route 89. Par ailleurs, seules 200 000 personnes seront autorisées à s'y rendre munies de billets. Il n'y aura également qu'un seul éclairage des torches avec seulement 6 000 participants.
Pour parler de compromis sur la réforme judiciaire reprennent en Israël. Les représentants de la coalition, mais également ceux de Yesh Atid et de l'Union nationale se réunissent aujourd'hui avec le président Yitzhak Herzog qui précise que des questions fondamentales seront traitées. Yesh Atid notamment engagé à maintenir la composition du comité de sélection des juges avec l'objectif qu'ils ne puissent plus être nommés par des politiciens. Le parti travailliste a quant à lui annoncé se retirer des pourparlers. L'actualité internationale avec cette crise au Soudan, au moins 97 civils, dont 3 humanitaires de l'ONU, tués en 2 jours. Les blessés se comptent également depuis samedi par centaines. Or, plusieurs hôpitaux de Khartoum manquent d'équipements pour soigner les civils. Le chef de la mission de l'ONU au Soudan se dit extrêmement déçu que l'armée et les paramilitaires n'aient que partiellement respecté les 3 heures de trêve humanitaire qu'ils avaient dit accepter hier au lendemain du début des hostilités. Washington et Londres appellent également à la cessation immédiate des violences. On en vient à l'actualité en France, actualité franco-israélienne avec Meyer Habib, réélu député de la 8e circonscription des Français de l'étranger. Le député LRUDI a été réélu hier pour la 4e fois avec 53,99% des voix contre 46,01% pour son adversaire de la majorité, Déborah Abisror de Liem. Pour rappel, en février, son élection avait été invalidée par le Conseil constitutionnel pour irrégularité, ce qui a donc provoqué un nouveau scrutin. On ouvre maintenant une page consacrée au procès de l'attentat de la rue Copernic devant la cour d'assises de Paris. Ce procès entre dans sa dernière semaine avec ce matin l'audition de nouveaux experts en écriture dans cette affaire vieille aujourd'hui donc de près de 43 ans. Nous rejoignons sur place Laurence Goldman. Bonjour Laurence. Oui, bonjour Rudy. L'audience a commencé en retard ce matin car de nouvelles victimes se sont constituées partie civile. Il s'agit d'une vingtaine de personnes qui toutes se trouvaient à l'intérieur de la synagogue le 3 octobre 1980 lorsque la bombe a explosé. Ces parties civiles, celles qui le souhaitent en tout cas, seront entendues par la cour mercredi juste avant les plaidoiries de leurs avocats. Alors ce matin, ce sont donc 2 nouveaux experts en graphologie qui ont déposé à la barre car l'un des aspects essentiels de ce dossier est la comparaison de l'écriture retrouvée sur une note d'hôtel parisien avec celle de l'accusé. Signée d'un certain Alexander Panadriou, la note comporte 5 mots, dont 4 en majuscules. Elle date du 22 septembre 80, soit 10 jours avant l'attentat. Ce Panadriou, détenteur d'un passeport chypriote, serait celui qui a déposé la bombe rue Copernic et cet individu pourrait bien être Hassan Diab, l'accusé à ce procès. Alors c'est une véritable bataille d'experts en écriture qui se joue depuis quelques jours devant la cour d'assises spéciale de Paris. Quel en est l'enjeu ? Alors cet enjeu est à la fois très simple et essentiel, si ce n'est pas Hassan Diab qui a rempli cette fiche d'hôtel au nom de Panadriou, ce n'est pas lui qui a posé la bombe, c'est en tout cas la thèse de la défense. Alors pour résumer, les experts mandatés par la justice française au moment de l'enquête avaient conclu qu'il existait une très forte présomption pour que l'écriture de Panadriou soit celle de Hassan Diab, mais les experts cités par la défense contestent ces résultats. Les 2 spécialistes suisses entendus ce matin ont remis en cause la méthodologie utilisée par leurs collègues français, une méthode qui, selon eux, a exclu d'emblée l'hypothèse qu'une autre personne que Diab puisse être l'auteur de ce document. Alors Laurence Goldman, quelles sont les autres auditions de témoins qui sont attendues devant la cour d'assises spéciale de Paris avant le début des plaidoiries prévues mercredi ? Alors demain, c'est l'audition de Nawal Kopti qui va intéresser la Cour. Elle constitue l'un des, si ce n'est le principal alibi de l'accusé. L'universitaire libano-américaine a été mariée plusieurs années avec Diab, dont elle est restée très proche. En 2008, elle avait été auditionnée aux États-Unis dans le cadre de l'enquête menée par le juge Trévidic. Elle avait alors invoqué le 5e amendement de la Constitution américaine pour garder le silence. De nouveau interrogée en 2015, alors que Diab était incarcérée à Paris, elle avait assuré que son ex-époux ne pouvait pas être l'auteur de l'attentat de la rue Copernic et pour cause. Le 27 septembre 80, il l'avait conduite en voiture à l'aéroport de Beyrouth. Or, c'est ce jour-là que le fameux Alexander Panadriou était interpellé à Paris pour le vol d'une pince coupante dans un magasin de Montparnasse. Ce Panadriou qui pourrait donc être Hassan Diab. Alors, l'audience de ce matin a permis d'entendre un couple de Libanais qui a bien connu Hassan Diab dans les années 70.
Et finalement, ces auditions en visio ont été reportées à demain et à après-demain pour cause de Pâques orthodoxe. C'est un couple de Libanais qui vit à Beyrouth et qui est donc de religion orthodoxe. Alors, quelles sont les autres auditions de témoins qui sont attendues devant la Cour spéciale de Paris ? Je vous l'ai dit, c'est donc Nawal Kopti, l'ex-épouse de Hassan Diab, qui retient l'attention de la cause, puisque elle est le principal accusé la principale alibi, de l'accusé Hassan Diab à ce procès. Merci Laurence Goldman. Vous suivez donc pour RCJ au quotidien ce procès des attentats de Copernic, attentats perpétrés en 1980. On revient à l'actualité judiciaire avec vous, Margot Siffert. 8 semaines de débat devant le tribunal correctionnel de Paris. Le jugement va être rendu cet après-midi dans le procès du crash du vol Rio-Paris Air France 447. Oui, le procès s'est terminé le 8 décembre dernier, marquant la fin de 13 ans de procédure pour les familles des victimes. Le parquet, tout comme les avocats de la défense, ont plaidé pour la relaxe d'Airbus et d'Air France. La catastrophe avait coûté, pour rappel, la vie à 228 personnes. C'était le 1er juin 2009. Et puis on termine avec un mot de sport. La médaille d'argent remportée par l'Israélien Artem Dogopiat au championnat d'Europe de gymnastique qui se déroule en Turquie. Et il s'agit de la 6e médaille du gymnaste au championnat d'Europe, dont la 5e pour l'exercice au sol, son point fort. Il avait également décroché l'argent dans cette discipline au championnat du monde de 2017 et de 2019, ainsi que l'or à Tokyo en 2021. Merci Margot Siffert. Chaque jour dans RCJ Midi, une personnalité pose son regard sur l'actualité. Le lundi, c'est Déborah Munzer qui nous adresse son billet d'humeur. Le billet d'humeur, Déborah Munzer. Bonjour à tous. Nous ne voulons pas sauver notre vie. Personne ne sortira vivant d'ici. Nous voulons sauver la dignité humaine. Ce sont les mots d'Israël Chaim Wilner, dit Yurek, soldat de l'organisation juive de combat. Le ghetto de Varsovie, ce n'est pas quelques centaines de personnes, mais bien 400 000 qui en 1941 ou 1942 vivent sur 300 hectares. Au début du ghetto, cela représente une densité de 7 personnes par pièce. La majorité mourra avant le printemps 1943, dans le ghetto ou exterminée en déportation. En 1943, ils ne sont plus que 70 000. L'organisation juive de combat, née des grandes déportations de l'été 1942, soulève le ghetto et lance l'insurrection pour le 19 avril, veille de Pessah. Ces hommes, ces femmes, qui se sont soulevés ce jour-là, et les suivants, ont été des héros. La grande histoire se raconte aussi par la petite. Souvenons-nous de ce qu'ils nous ont légué. 80 ans après, et en cette veille de Yom HaShoah, où nous lirons ce soir les noms des victimes de la Shoah, essayons de ne pas faire que pleurer des victimes. Essayons de nous souvenir de ce que la révolte du ghetto fut pour renforcer un judaïsme bien vivant et un humanisme bien présent grâce aux histoires et aux paroles de ces héros. On pense évidemment en premier à Mordechai Anilevitch, dont les derniers mots furent « J'ai été le témoin du combat héroïque des Juifs du ghetto. J'ai assez vécu pour voir la résistance juive. » Alors qu'à Berlin, il y a 10 jours, 300 islamistes ont défilé en criant « Mort à Israël, mort aux Juifs », rappelons-nous de Simcha Rotem. Soyez un être humain. Nous sommes des animaux à 2 pattes, c'est ce que je ressens. Mais parmi nous, parmi les animaux à 2 pattes, il y a ceux qui sont aussi des êtres humains. Bonne Déborah Munzer, donc pour ce billet d'humeur évidemment consacré aux 80 ans de la révolte du ghetto de Varsovie, dont nous allons continuer bien évidemment à parler dans un instant avec l'historien Jean-Charles Jurek. À l'occasion de Yom HaShoah, venez assister à la lecture des noms des Juifs déportés de France du lundi 17 avril à 19h au mardi 18 avril à 19h. Pendant cette lecture publique ininterrompue, seront lus un à un les noms des personnes déportées par les convois numéros 74 à 85, puis la liste des Juifs morts dans les camps d'internement en France, la liste des Juifs exécutés comme otages ou résistants et des Juifs déportés par les convois de 1 à 21. Et nous allons la lecture des noms pour Yom HaShoah, c'est au mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy-Lanier, à Paris dans le 4e arrondissement.
Une partie de la lecture se fera en distanciel pendant la nuit entre minuit et 6 heures du matin. Une manifestation organisée par le Mémorial de la Shoah, Judaïsme en mouvement, les fils et filles déportés juifs de France, le consistoire central et le consistoire de Paris, sous l'égide de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Retrouvez toutes les informations sur mémorialdelashoah.org. Le Bnei Brit Loge Ben Gourion présente L'Art pour la vie. Vente de prestige du 20 au 22 avril de 150 œuvres d'artistes israéliens. L'Art pour la vie, un événement Bnei Brit à l'Escale, 25 rue de la Gare à Levallois-Perret. Inscription obligatoire au Bnei Brit 06 19 77 22 91 ou 06 27 04 31 99. L'intégralité des bénéfices sera reversée au Magen David Adom. Le pouvoir de soi, libérez votre potentiel. Le livre de Francky Perez. Le pouvoir de soi est un voyage initiatique qui s'adresse à tout le monde. Que vous soyez manager, étudiant, communicant, professionnel ou parent, découvrez cet extraordinaire pouvoir souvent méconnu dont chacun d'entre nous dispose, celui de cette voix intérieure qu'il nous est possible de guider dans une direction positive. Le pouvoir de soi de Francky Perez aux éditions Henrik B. Disponible en librairie, à la Fnac, sur Amazon et sur www.lepouvardesoi.com. Et nous allons maintenant évoquer la vie juive à Varsovie, juste avant la guerre et la création du ghetto avec notre invité Jean-Charles Jourek. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes historien, politologue, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la Pologne et des relations judéo-polonaises. On va pour démarrer, évoquer la communauté juive avant la guerre à Varsovie. C'est la plus grande communauté juive d'Europe. Que représente-t-elle en termes de population et de qui et de quoi est-elle composée? Vaste question. La population juive de Varsovie avant la guerre, c'est 368 000 personnes. C'est 30% de la population de Varsovie, donc c'est un habitant sur 3. C'est quelque chose de très très important. Imaginez à Paris un habitant juif sur 3, on a du mal à l'imaginer. C'est une population composite, c'est une population où se trouvent aussi bien des juifs orthodoxes, des sionistes, des juifs laïcs. C'est une population qui a un quartier qui est centré sur une rue bien décrite, entre autres, par Isaac Bashevis Singer, où se trouve ce qui s'appelle la rue Nalevki, qui est une rue où se trouve une population de colporteurs, de marchands, une rue typique, on appelle ça la rue juive. Tout ça a disparu avec la guerre. Et donc c'est une population qui est aussi caractérisée par des partis politiques différents. Il y a des partis religieux, il y a des partis sionistes, il y a la gauche qui est représentée également. Et au conseil municipal de Varsovie, vous avez aussi des représentants de la communauté juive qui sont présents. Alors, un tiers de la population de la ville, mais un cloisonnement aussi avec les Polonais catholiques. On ne vit pas ensemble, mais côte à côte. Quelles étaient justement les relations avec les Polonais non juifs? Alors, je pense que dans Varsovie, bon, il y avait un quartier juif, ça c'est vrai, mais en même temps, il y avait aussi une partie du monde juif, en particulier dans les grandes villes et en particulier à Varsovie, qui était polonisée. Des juifs polonisés. Qu'est-ce que c'est qu'un juif polonisé? C'est quelqu'un dont la langue maternelle est plutôt le polonais que le yiddish. C'est aussi parfois des juifs convertis, il y en a eu, puisque même dans le ghetto même, il y avait des juifs convertis. Et c'est une population qui a donné des personnages illustres. Par exemple, le plus grand poète polonais du XXe siècle, Julian Tuwim, c'est un juif polonisé. Une figure très connue également, c'est Janusz Korczak, dont vous avez certainement entendu parler. Janusz Korczak, celui qui s'occupait d'un orphelinat d'enfants et qui était un grand pédagogue, mais c'était un juif polonisé, à tel point polonisé qu'il était officier de réserve de l'armée polonaise, qu'il se baladait dans le ghetto en costume d'officier polonais. Donc ça n'a pas empêché qu'il a fait le choix de partir avec les enfants à Treblinka en août 1942. Mais voilà, c'est ça les juifs polonisés. Donc je ne dirais pas que surtout dans Varsovie et dans les grandes villes, qu'il y avait une telle séparation entre le monde juif et le monde
monde pas juif, parce que les catholiques aussi, ils n'étaient pas tous. Le monde polonais n'était pas composé que de chrétiens, il y avait aussi des différents types de populations. Alors, que se passe-t-il au moment donc de l'invasion de la Pologne par l'Allemagne? Que se passe-t-il pour la communauté juive, et notamment celle de Varsovie? Mais pour la communauté juive de Varsovie, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le quartier juif est plus bombardé que les autres quartiers de Varsovie, comme si les Allemands ciblaient particulièrement les Juifs. Les Allemands demandent à ce que la population juive forme un conseil juif, un Judenrat, à la tête duquel se trouve l'un des membres de la communauté juive d'avant-guerre, les autres, une partie de ce conseil juif ayant choisi de partir, de fuir la Pologne. Lui, il avait choisi de rester, Adam Tcherniakov. Son nom est important parce qu'il va nous laisser un document. Il écrit au jour le jour ses mémoires, qui ont été traduits en français par Carnet du ghetto de Varsovie, c'est sorti en 1996. Et donc on a une idée de ce que ce président du Conseil juif subit comme pression de la part des Allemands. Donc les Allemands demandent à ce que se forme un Conseil juif se forme. Le ghetto est créé en octobre 40, mais définitivement fermé en novembre 40, le 16 novembre 40, et à partir du moment où le ghetto est fermé, eh bien c'est plus de 300 000 personnes qui sont enfermées. Au pic, au moment où le ghetto est à son maximum de population, de surpopulation, parce qu'il faut savoir que le ghetto est le quartier juif, disaient les Allemands, le ghetto est installé sur une superficie de 2,4% de la superficie de la Varsovie d'avant-guerre. On fait sortir les locataires et les propriétaires non juifs pour faire rentrer toute la population juive dans ce très petit espace qui devient finalement la plus grande concentration au mètre carré de personnes en Europe. Exactement. Il y a 113 000 Polonais qui sont expulsés de ce quartier, et on fait venir 130 000 juifs qui habitaient donc en dehors de ce qui allait devenir le ghetto de Varsovie. Je passe évidemment sur le fait que les juifs sont obligés de porter le brassard, qu'ils sont obligés d'aller travailler. En gros, l'histoire du ghetto, ça commence à partir de novembre 40, et une étape sera achevée en juillet 42, quand les Allemands demandent à ce que les Juifs soient emmenés vers le camp d'extermination de Treblinka. Donc pendant 1 an et demi, les Juifs sont obligés de subir les mauvais traitements, la maladie, la mortalité. C'est 70 000 personnes qui meurent entre le 1er janvier 1941 et juillet 42. Donc une surmortalité terrible, puisqu'il y a 7 personnes pour une pièce dans cet espace extrêmement exigu. Et voilà. Le ghetto est traversé aussi par des tensions sociales fortes, parce que les inégalités de classe ne changent pas avec la naissance du ghetto. Les divisions de en classe sociale se maintiennent. Ce n'était pas l'objectif que de transformer socialement le ghetto de Varsovie. Donc il y a des pauvres, et c'est les pauvres qui trinquent le plus, bien évidemment, où la surmortalité est la plus grande. Et il y a aussi une population riche à qui Tcherniakov demande de participer pour aider les pauvres, et en particulier les enfants. Alors, il y a dans cette idée de ghetto et dans les mauvais traitements que vous venez de décrire et qu'on entend et qu'on entendra sur RCJ aujourd'hui à travers ces témoignages lus, l'idée d'antichambre de la mort, de préparer finalement les Juifs à leur extermination. Enfin, oui et non. Oui, dans la mesure où ça l'a été de fait, et non dans la mesure où les Juifs ne pensaient pas que cela allait se terminer comme cela s'est terminé. Les Juifs étaient mal informés, mais un peu informés sur ce qui s'est passé à Treblinka. Treblinka, c'est à une centaine de kilomètres de Varsovie. Des cheminots avaient été envoyés vers le camp d'extermination de Treblinka et qui avaient rapporté à Tcherniakov et aussi aux partis politiques que les trains partaient vers Treblinka plein, chargé, et revenait vide, et qu'il y avait quelque chose de pas normal. Et donc, il y avait une forte présomption qu'il y avait des exécutions au camp de Treblinka. Mais les gens n'y croyaient pas.
Les gens n'y croyaient pas. Tcherniakov lui-même avait adopté comme stratégie la stratégie, l'orage passe et nous allons continuer à vivre. C'est un peu ça, comme, vous savez, le roseau plie, mais ne se casse pas. C'était ça l'idée. Tcherniakov lui-même avait pensé, je parle d'autant plus facilement de Tcherniakov que j'ai traduit son manuscrit, c'est pour ça que j'en parle, mais c'est important de le mentionner parce qu'il disait qu'il pensait que les Allemands qu'il avait en face de lui, c'était les Allemands de la Première Guerre mondiale qui étaient, selon lui, qui se comportaient d'une manière pas du tout comme ceux de la Deuxième Guerre mondiale. Et pour lui, ça a été une révélation que de voir que les Allemands se comportaient comme ils se comportaient pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et quand on est venu lui demander de livrer les enfants, il s'est suicidé. Alors, quelle a été l'attitude des Polonais de l'autre côté du mur du ghetto ? Comme l'a dit le bourreau du ghetto de Varsovie, celui qui allait liquider le ghetto, à savoir le SS Jürgen Stroop, il a écrit un rapport dont le titre était le ghetto de Varsovie n'existe plus. Dans son rapport, il disait que la population polonaise était indifférente. Et elle était indifférente. De l'autre côté du ghetto, la population polonaise était indifférente. Le grand poète polonais Czesław Miłosz, qui a écrit un fameux poème qui s'appelait Campo di Fiori, dans lequel il disait devant le ghetto en flammes, il y avait un manège qui tournait et qui tournait. Donc c'est une image, bien sûr, une image qui correspond à la réalité, et ça traduit un peu le sentiment général de la population polonaise. Dernière question, on en viendra donc à la journée de demain. Dans quel contexte précis se dessine la révolte du ghetto de Varsovie ? La révolte se dessine au moment où ont lieu les grandes déportations. Les grandes déportations à destination de Treblinka commencent le 23 juillet 1942, quand Tcherniakov se suicide et qu'on envoie des enfants vers l'Umschlagplatz, qui était ce lieu où se trouvaient les wagons de la mort. Et ces déportations vont avoir lieu pendant 2 mois. 300 000 personnes vont partir, environ, vont partir à destination de Treblinka, et ça va durer 2 mois. Et c'est en juillet 1942, voyant que cette situation s'aggravait, que les organisations qui allaient former ce qui allait devenir l'organisation juive de combat, formée de différents partis politiques, de différentes sensibilités politiques, c'est là que se forme le noyau de la résistance armée. Merci Jean-Charles Jaurec. On vous retrouvera donc jeudi sur cette antenne pour évoquer ensemble l'après-ghetto de Varsovie, avec notamment les pogroms et les relations difficiles. Et c'est un euphémisme entre les Juifs et les Polonais après la Shoah. Merci à vous. Merci à vous. Dans un instant, dans ce RCG Midi spécial, nous recevrons Régine Friedman. Elle avait 8 ans dans le ghetto de Varsovie. Elle sera en compagnie de sa sœur Nathalie Metz, née en 1940 à Varsovie. Elle a été cachée dans un orphelinat polonais. Leur témoignage en direct dans un instant. RCG. Le Centre d'art et de culture vous emmène à la rencontre de la culture israélienne. Du 24 avril au 4 mai, 5 événements exceptionnels. Expositions, lectures, projections, théâtre, concerts, rencontres avec la culture israélienne du 24 avril au 4 mai à l'Espace Rachi, 39 rue Broca, Paris 5e. Toute la programmation est à retrouver sur culture-juive.fr, culture-juive.fr. Le Bnei Brit Loge Ben Gourion présente L'Art pour la vie. Vente de prestige du 20 au 22 avril de 150 œuvres d'artistes israéliens. L'Art pour la vie, un événement Bnei Brit à l'Escale, 25 rue de la Gare à Levallois-Perret. Inscription obligatoire au Bnei Brit 06 19 77 22 91 ou 06 27 04 31 99. L'intégralité des bénéfices sera reversée au Magen David Adom. RCJ Midi, édition spéciale, les 80 ans de la révolte du ghetto de Varsovie.
Suite de cette édition spéciale à l'occasion donc des 80 ans de la révolte du ghetto de Varsovie sur RCJ. Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir en studio pour le prochain quart d'heure 2 rescapés du ghetto de Varsovie. Tout d'abord, Régine Friedman, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, vous êtes né à Varsovie, en Pologne, en 1932. Vous aviez 8 ans quand vous avez été enfermé dans le ghetto de Varsovie, espace dans lequel 400 000 juifs ont été parqués sur 5 hectares dans des conditions de vie abominables. Votre père, Abraham Apelkir, avec un courage incroyable, va risquer sa vie pour vous nourrir et vous faire échapper du ghetto à la veille de l'insurrection d'avril 43. Et à vos côtés, votre sœur, Nathalie Metz, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous également. Vous êtes née à Varsovie, au cœur de cet enfer en 1940. Et toutes les deux, vous témoignez sans relâche depuis plusieurs années pour faire prendre conscience aux jeunes générations de ce qu'a été le quotidien au sein du ghetto. Et si vous êtes là, je le disais, toutes les deux aujourd'hui, c'est grâce à Abraham, votre père, un personnage d'un courage et d'une intelligence rare. Il était tailleur, il travaillait au théâtre Polski, apprécié de toutes et de tous. Et quand ordre a été donné aux Juifs d'emménager dans le ghetto, il a réussi à louer un appartement décent dans le ghetto, dans un immeuble qui avait une particularité, une façade donnée sur le ghetto, l'autre donnée sur ce qu'on appelait le secteur arien. Et c'est grâce à cela qu'il a pu sortir régulièrement en usant de ruses incroyables. L'idée était de vous amener de la nourriture. Tout à fait ça. Nathalie. Il passait par les toits. Il passait par les toits et donc aller côté arien pour pouvoir vous ramener de la nourriture. Quels sont, vous, Régine Friedman, vos souvenirs de cette période de votre vie, notamment du moment où vous entrez dans ce ghetto? C'était épouvantable. Mais mon père, tout de suite, au début, il a tout de suite compris que s'il ne sort pas de l'autre côté, c'est-à-dire du côté arien, on va mourir de faim et de maladie. Il était incroyable, rien ne lui échappait. Il essayait de nous apporter à ses parents également qui étaient très âgés, un petit peu de nourriture. Il ne pouvait pas en donner à tout le monde, mais vraiment, il était incroyable pour nous tous. Grâce à lui, nous avons pu s'en sortir, pour ainsi dire. On ne savait pas encore qu'on va s'en sortir, mais on essayait, grâce à lui. Alors, concernant votre père, on parle, Nathalie, à juste titre des Polonais qui ont activement collaboré avec les nazis en dénonçant contre Dupin des Juifs. Mais dans le parcours de votre père, il y a beaucoup de justes qui l'ont aidé à se procurer de quoi vous faire survivre, comme ce policier qui lui imprimait de fausses convocations pour lui permettre de sortir. Oui. Absolument. On avait la chance de connaître cette personne. Enfin, mes parents avaient la chance de connaître ce monsieur qui était officier de la police judiciaire et qui venait rendre visite dans le ghetto puisqu'il pouvait entrer comme il voulait, pour ainsi dire, dans le ghetto, et qui apportait caché dans son manteau soit du lait, soit du pain, enfin des choses à manger. Voilà. Régine Friedman, vous avez donc 8 ans quand les nazis ordonnent aux Juifs d'entrer dans le ghetto. Vous êtes donc enfermé dans cet espace clos. Comment se déroulent dans les premières semaines, dans les premiers jours, vos journées? Vous ne pouvez plus aller à l'école. La nourriture commence à manquer. Comment vous le vivez en tant que petite fille de 8 ans? On les vivait très très mal, mais... grâce à mes parents, parce qu'on vient de parler de mon père, mais ma mère était également très, très impliquée dans tout ça. Il y avait des mères avec des nouveau-nés dehors, dans la neige ou dans le froid, où ma mère essayait d'apporter à ses enfants un biberon, quelque chose, alors que nous tous, nous manquions de tout. Nous manquions de tout. Dans ce témoignage, je n'en ai pas parlé, mais ce livre magnifique, J'avais 8 ans dans le ghetto de Varsovie, est sorti il y a une dizaine d'années chez Taillandier. Vous avez retranscrit le récit que votre père vous a légué, mêlé à votre propre récit, et il parle notamment d'un enfant qui venait avec son petit frère de 2 ans, juste pour quelques grammes ou centilitres de soupe.
Quelques cuillerées de soupe. Oui. Quelques cuillerées de soupe également, parce qu'il n'y avait pas de biberon ni rien du tout. Oui, tout à fait. Qu'avez-vous vu dans les rues du ghetto? Comment vous dire? Tout est encore dans ma tête, mais comment vous écrire cet enfer? C'était un enfer. Juste des cadavres. Des cadavres partout. Vous savez, je vais vous raconter quelque chose. Ma mère m'a envoyé acheter un œuf. Il fallait faire presque la ville pour trouver un œuf. Et elle m'a dit, surtout fais attention, fais très attention à cet œuf, parce qu'il n'y avait pas. Évidemment, j'ai fait tellement attention que finalement, je l'ai écrasé dans ma main et tout le long de ma main, les gosses sont venus laper cet œuf qui vient de me... C'était épouvantable. C'est comme si c'était là maintenant. Tellement c'est une chose qui était horrible. Alors, dans le ghetto, les rafles s'intensifient et votre père et votre mère, Bella, comprennent très vite que les Juifs qui partent ne partent pas pour des camps de travail, comme il est dit, mais tout simplement pour être exterminés. Ils décident alors de vous faire sortir du ghetto. Comment s'est passée la prise de conscience et comment s'est passée votre évasion ? Je ne me rappelle plus comment cette évasion était venue à notre esprit, mais par tous les côtés, on essayait de répartir par les toits, par les égouts, par tous les trous, on essayait de s'échapper de cet enfer. Alors, oui. Pardon. En fait, papa nous a fait passer par les égouts, bien sûr, avec des gens qu'il fallait payer pour nous aider, pour aider à cela. Et moi, je n'étais plus là, d'ailleurs, à cette époque-là, vous êtes un très très jeune enfant et vous avez été caché dans un orphelinat. Oui. Et pour avoir été caché, vous avez même été baptisé. Il fallait effacer votre identité juive pour pouvoir vous garder dans cet orphelinat. Je n'ai pas été caché en tant que juive. Bien sûr, quand on m'a emmené dans cet orphelinat, on avait dit que j'étais catholique, évidemment, que mes parents étaient envoyés à la guerre ou aux travaux, etc. Donc, ils m'ont baptisée pour être confirmée, je dirais. Oui. Alors, une fois cette évasion du ghetto effectuée, vous avez été caché chez des Polonais, comme on disait à l'époque, ariens, pendant près de 18 mois. Une famille très pauvre qui, contre une somme d'argent, a accepté de vous cacher. Quel souvenir vous avez de cette période aussi ? Personnellement, j'ai quelque chose qui ne me quitte pas depuis toutes ces années, où mon père a demandé à un ami cher de mon père, de me garder, moi, Régine, où j'avais 8 ans, ou je ne sais plus. Un petit peu plus. Un peu plus peut-être. Et chez ses amis. Ils ont accepté de me garder quelques jours. Et ça, je n'arrive pas jusqu'aujourd'hui d'effacer de ma mémoire. Ces gens très gentils qui ont bien voulu me garder quelques jours, ils m'ont mis sous une fenêtre, sur un journal, et on m'a apporté un petit quelque chose à manger, également sur un morceau de journal. Et ça, comme si c'était quelque chose de plus important, alors que ça ne l'était pas, puisque j'avais un petit morceau de pain et une cachette pour quelques jours, mais je ne l'oublie jamais jusqu'aujourd'hui. Il faut dire aussi ce que risquaient ces Polonais, c'était une exécution directe si on constatait qu'ils avaient aidé ou caché des Juifs. Alors, vos parents sortent de Varsovie et là vont de village en village en évitant à chaque fois les rafles. Vous êtes traqués et vous racontez que vous avez dû apprendre des prières chrétiennes polonaises pour pouvoir passer plus ou moins incognito et que cela a sauvé la vie de votre père qui vous a dit cette fois c'est toi qui nous a sauvé la vie. Oui, effectivement dans la rue lorsqu'on nous arrêtait, mon père m'a appris des cris très forts, Jésus Maria, Matka Boska,
Jésus, Maria, et les Polonais nous entouraient pour dire aux Allemands, mais vous voyez bien que ce sont des enfants catholiques, vous voyez bien que c'est pas des Juifs. Et c'est comme ça, une fois de plus, on a échappé aux Allemands. Alors Nathalie Metz, depuis la parution de ce livre, il y a, je disais, un peu plus d'une dizaine d'années, vous témoignez avec votre sœur ensemble dans des classes face à des jeunes. Quel message portez-vous ? Vive la vie. La vie est belle. Oui, la je vie dirais, est belle. Et soyons vigilants. La vie est belle. Pour nous, dans l'état de tout ce qu'on a eu, de tout ce qu'on a subi, la vie est belle. Voilà. Vous avez évidemment construit chacune votre vie. Vous avez mis du temps, comme beaucoup de rescapés de la Shoah, à témoigner et à commencer à écrire votre histoire. Pourquoi avoir mis ce temps pour se mettre à parler et à vous retourner sur ce passé extrêmement douloureux ? Pourquoi tous ces temps ? Peut-être qu'on n'était pas prêt de reparler de tout ça, parce qu'à chaque fois qu'on commence à se rappeler toutes ces mauvaises choses, on voulait oublier aussi. Et je crois aussi que les gens n'avaient plus envie d'entendre à une certaine époque. Et après, disons que ça s'est réveillé un peu, je dirais. Voilà. Et pour la mémoire de mon père et de ma mère, qui de son côté a souffert énormément aussi. Je ne sais pas si je pourrais même en parler parce que c'était très très dur. Mais je dois dire que on a mis un temps énorme avant de pouvoir écrire ce livre parce qu'on avait envie de rendre à mon père et à ma mère tout ce qu'ils ont souffert, oui. Voilà, on va redire leurs noms, Bella et Abraham, à qui donc vous rendez hommage dans ce livre. Oui, un énorme hommage. Merci Régine Friedman, merci Nathalie Metz d'être venue. Et je ne sais pas si ce livre est encore disponible, mais je vous le conseille vivement. J'avais 8 ans dans le ghetto de Varsovie. Je le montre pour celles et ceux qui nous suivent sur YouTube. C'est un livre absolument remarquable, avec donc le témoignage de votre père mêlé à votre propre témoignage. Voilà, votre père disparu en 91. Merci vraiment à toutes les deux d'être venues en ce jour très spécial, en cette semaine spéciale, donc nous livrer votre témoignage. Merci. Merci à vous également de nous donner la chance de parler de nos parents. C'est la chance est pour nous. Merci à vous. On va marquer une petite pause juste après. Vous entendrez le témoignage d'une autre rescapée, Larissa Quin, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques jours. Elle aussi a réussi à survivre dans le ghetto de Varsovie. À l'occasion de Yom HaShoah, venez assister à la lecture des noms des Juifs déportés de France du lundi 17 avril à 19h au mardi 18 avril à 19h. Pendant cette lecture publique ininterrompue, seront lus un à un les noms des personnes déportées par les convois numéros 74 à 85, puis la liste des Juifs morts dans les camps d'internement en France, la liste des Juifs exécutés comme otages ou résistants et les Juifs déportés par les convois de 1 à 21. La lecture des noms pour Yom HaShoah, c'est au mémorial de la Shoah, 17 rue Geoffroy-Lanier, à Paris dans le 4e arrondissement. Une partie de la lecture se fera en distanciel pendant la nuit entre minuit et 6 heures du matin. Une manifestation organisée par le Mémorial de la Shoah, Judaïsme en mouvement, les fils et filles déportés juifs de France, le consistoire central et le consistoire de Paris, sous l'égide de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Retrouvez toutes les informations sur mémorialdelashoah.org. RCJ Midi, édition spéciale, les 80 ans de la révolte du ghetto de Varsovie. Suite de ce RCJ Midi consacré aux conditions de vie dans le ghetto de Varsovie avant la révolte. Il y a quelques jours, je suis allé à la rencontre de Larissa Quin. Elle est née à Sosnowiec le 8 octobre 1932. Sa famille s'installe à Varsovie l'année suivante. Elle est enfermée dans le ghetto à partir donc de novembre 1940. Elle s'en échappe en septembre 1942, quelques mois après les déportations massives de Juifs à Treblinka. Ses parents, eux, ne survivront pas. On écoute son témoignage.
je ne comprends pas comment j'ai pu survivre à la fin. Je ne comprends pas parce que, effectivement, moi j'avais toujours de la chance, il y avait le petit magasin. Et puis, j'avais un oncle qui était professeur d'histoire et qui était sur le côté polonais, sur le côté arien, nous disions. Et c'est lui, il a trouvé un policier qui était dans la résistance, parce qu'il était il était trotskiste et il était dans la résistance, mon oncle. Donc il avait des relations. Et il y avait un policier qui nous apportait de la nourriture. Il nous faisait venir mais très peu. Quand moi c'était vraiment terrible pour les parents de ne pas nourrir un enfant, et c'était terrible pour les enfants. Il y avait des enfants qui sortaient du ghetto, vous savez, par le mur. On enlevait des briques, et les garçons, c'était des enfants qui avaient mon âge et qui se faufilaient à l'extérieur pour apporter quelque chose à manger. C'est extraordinaire comme justement les rôles étaient inversés. C'est les enfants qui essayaient de nourrir les parents. Moi, je ne suis pas morte de faim, voilà. Vous me voyez. Mais beaucoup mouraient de faim. On voit sur les rares images du ghetto ces rues jonchées de personnes qui ont succombé à la faim, au typhus aussi. Quand vous étiez dans le ghetto, qu'avez-vous vu? Écoutez, j'ai été un enfant protégé. Parce que vous voyez, on me laissait pas sortir. Moi, j'allais pas dans les rues mendier. Vous voyez, la plupart mendiaient dans la rue. Donc, moi, je n'allais pas mendier. Donc, je ne dis pas que j'ai toujours été surprise de me retrouver dans cette... parce qu'après la guerre, j'ai commencé à manger. Mais je suis toujours surprise de savoir que une petite fille qui a... la guerre, j'avais 12 ans quand la guerre était finie, que pendant des temps, moi je sais très bien ce que j'ai donné à manger à mes enfants, comment les enfants ont pu survivre, dont moi. Mais il y en a qui ont pu justement survivre avec presque rien. Le typhus fait des ravages dans le ghetto Mon père a eu le typhus. Mon père a eu le typhus. Alors, nous avions deux pièces cuisine. Donc, ma chambre, qui était toute petite, et puis leur chambre qui servait à tout, et ils avaient leur divan, et une minuscule cuisine, avec des toilettes dans la maison. C'était donc une maison, c'était déjà une maison moderne, avec des toilettes dans la maison. Et donc, je ne me l'explique pas parce que je fais des études de médecine et j'ai beaucoup travaillé et j'ai élevé des enfants. Et vraiment, pour ceux qui ont survécu, c'est un point d'interrogation. De ne pas avoir été emporté par le typhus? Par le typhus, par exemple, justement, mon père a eu le typhus. Il était installé dans ma chambre. Tout le monde s'était éloigné. Et ma mère, on n'avait pas de médicaments, et ma mère était sage-femme, je vous l'avais dit, et on faisait tout bouillir pour qu'il n'y ait pas de poux. Et c'est extraordinaire. Je n'ai pas attrapé le typhus et mon père a guéri.
Vous, dès les années 60-70, vous avez commencé à écrire, à témoigner. Pourquoi c'était important de raconter votre histoire à une époque où peu de rescapés le faisaient? Eh bien, écoutez, j'ai eu une révélation. Il y a des gens qui ont des révélations religieuses. Et moi, j'ai eu une révélation dans la rue. Dans la rue, je sais même, c'est sur le quai, il n'y a pas très loin, sur le quai, je marche, et tout d'un coup, il y a une question qui m'arrive. Qu'est-ce que tu as fait pour tes parents? C'était, oui, qu'est-ce que tu as fait pour mes parents? Et je me suis arrêtée, et je me suis dit, mais j'ai rien fait. Et c'est alors, qu'est-ce que je pouvais faire? C'est alors que j'ai commencé, c'est alors que j'ai écrit le premier livre. Voilà donc pour ce témoignage de Larry Saquin que vous pouvez retrouver dans son intégralité sur le site de RCJ. On va maintenant s'intéresser avec vous, Églantine Delalleux, à ces lueurs de vie, de résistance morale et intellectuelle au cœur du ghetto, théâtre évidemment de toutes les privations, de toutes les humiliations. Bravant le danger, une femme a décidé de créer une bibliothèque secrète pour enfants. C'est une histoire racontée par History Today, une revue mensuelle d'histoire britannique. Après l'invasion de la Pologne, des mesures anti-juives sont mises en place comme des lois limitant l'accès aux bibliothèques publiques. Mais une femme veut changer les choses. Basia Berman, employée de la bibliothèque de Varsovie, elle est une amoureuse de la littérature et très altruiste. Elle crée même une bibliothèque dans sa valise pour distribuer des livres aux enfants sans abri. Et donc lors de la création du ghetto à l'automne 1940, une annexe de cette bibliothèque est incluse dans le périmètre et le bâtiment doit donc rapidement être évacué. Mais cela n'arrête pas Basia Berman. Oui, elle veut résister et a donc une idée en tête, établir secrètement une bibliothèque clandestine pour enfants, alors que le ghetto n'en possède aucune. Elle obtient l'autorisation d'utiliser le bâtiment au nom de Centos, une organisation d'aide aux enfants juifs. Alors comment fait-elle pour cacher l'existence de cette bibliothèque? Alors Rudy, elle décore les pièces du bâtiment avec des jouets, des poupées et des découpages en papier pour ne pas mettre la puce à l'oreille. Rapidement, elle va aller plus loin et organiser des lectures de livres en yiddish et des discussions. Selon la revue britannique, Basia Berman encourageait les enfants à lire des livres en yiddish afin de résister à l'extermination de la culture des Juifs d'Europe. Et donc au fur et à mesure du temps, cette bibliothèque secrète va continuer de s'agrandir. Oui, tous les enfants avaient accès aux livres, que ce soit les non-malades, ceux mis en quarantaine, les plus pauvres ou encore les réfugiés. Le livre est devenu un besoin vital, presque comme le pain, selon les mots de Basia Berman, dans un lieu déshumanisant. Parmi ce trésor littéraire, de nombreux livres n'ont jamais été rendus, emportée avec les enfants déportés vers les camps de la mort. Qu'est devenue Basia Berman ensuite? Alors avec son mari, elle s'enfuit du ghetto en septembre 1942. Ils se font rapidement une place dans la clandestinité juive en sauvant des juifs du ghetto. Après la guerre, Basia Berman a rassemblé de nombreux livres provenant des bibliothèques juives détruites en Pologne. Aujourd'hui, certains sont toujours à Varsovie et d'autres en Israël. Merci Églantine Delalleux. Le ghetto de Varsovie également porté au cinéma. On se souvient du pianiste de Roman Polanski ou encore de Cours sans te retourner de Pep Dankar. On va maintenant évoquer Ce qui reste. C'est une pièce de théâtre écrite et mise en scène par David Lesko. Elle a été jouée pour la première fois en 2013. Elle raconte l'histoire de Paul Fellenbock et de Volda Britt Robertson qui ont survécu au ghetto de Varsovie. Margot Siffer. Paul Fellenbock avait 7 ans en avril 1943, alors que ses parents ont été emmenés, déportés et assassinés peu de temps après. Lui a échappé à ce drame au même titre que sa cousine Volda Britt Robertson, 12 ans. À cette époque, une histoire qu'ils ont choisi de raconter pour la première fois lors des 70 ans du soulèvement du ghetto de Varsovie. Et c'était à David Lesko qu'ils l'ont fait. Mais j'imagine qu'il y a une conscience tout à coup qu'on n'est pas éternel, qu'il faut parler maintenant. Et je crois simplement qu'ils n'y arrivaient pas avant. Pour Paul, je le sais, il pouvait pas prendre la parole publiquement, en tout cas sur cette histoire, parce que c'était trop fort. Alors il fallait créer aussi une espèce de dispositif, quelque chose de l'ordre du détour qui permettrait de le faire, et c'est ce qui s'est passé en tout cas. C'est ce qui s'est passé en tout cas avec lui. De cette histoire est alors née après une demande de la fille de Paul Fellenbock et quelques hésitations de la part de David Lesko, une pièce de théâtre. Je suis né à Varsovie, rue Lechno, numéro 8, qui était une rue assez animée. Je suis né en 1936, dans une famille d'artisans où mon père était joaillier. Apparemment, j'étais dans une famille où on lisait beaucoup et on était très accro à la musique.
Et votre père, il a continué à travailler pendant la guerre? Oui, comme joaillier dans le ghetto. Après 1940? Oui. Dans le ghetto, il y avait une vie sociale, culturelle, il y avait des riches, des pauvres. C'était une société au départ, avant que la mort ne soit présente à chaque coin de rue. Pour mettre des mots MOTS sur les mots MAUX, David Lescaut s'est entretenu longuement et précisément avec Paul Evlotka. Je leur ai posé des questions, donc moi j'étais le questionneur, et j'ai essayé de partir vraiment du début, j'ai essayé de mener les choses dans l'ordre à peu près chronologique, mais l'ordre chronologique c'est pas facile parce que on fait des sauts vers l'avant, on revient en arrière, etc. Donc je leur posais des questions parfois qui les ont surpris parce qu'il y avait c'était beaucoup sur des détails, sur des toutes petites choses. Je me souviens que Vlodka se demandait pourquoi j'insistais autant pour savoir des choses aussi infimes, aussi minimes, et au contraire pour moi c'était très important. Et puis bien sûr il y a des moments, il y a des hésitations, il y a des trous, et il y a des choses qui reviennent aussi subitement, des choses dont chez l'un et chez l'autre, chez Vlodka surtout. Parfois, elle était surprise elle-même par ses propres réminiscences, des choses qui revenaient, parce qu'elle en parlait à ce moment-là. Et c'est ça la mémoire, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très vivant en fait. Lorsqu'on retourne comme ça dans le passé et qu'on se remet au présent dans le passé, là, ça se remet à vivre. On le retraverse. Ça serait tout à fait étonnant. Et bizarre, une mémoire parfaitement lisse, parfaitement transparente, où tout est en place, etc. C'est pas ça la mémoire. Et pour incarner Paul Fehlenbock et Vlodka Blitt-Robertson, ce sont Antoine Mathieu et Marie Desgranges qui ont été choisis, des acteurs qui n'ont ni le même âge ni la même religion que les personnages réels. Je voulais pas du tout que ce soit des gens qui avaient l'âge de Paul et de Vlodka, parce que je voulais pas qu'on tombe dans une imitation. Je voulais pas qu'on essaie d'incarner des gens qui auraient à ce moment-là 75 ans ou 80 ans, mais plutôt la moitié. Il se trouve que c'est des acteurs qui sont pas juifs, et ça je l'ai pas décidé, de même que j'aurais pas décidé dans l'autre sens de choisir des acteurs juifs, mais à l'arrivée j'ai trouvé ça très bien parce que je sais pas, il y a quelque chose il y avait chez eux, je sais pas si ça vient de là, mais il y avait chez eux une espèce de responsabilité, il y avait une espèce d'engagement à le faire, qu'on leur ait confié cette parole, qui a été très très forte, et puis qui dépasse, voilà, c'est pas l'histoire des Juifs simplement, cette histoire, c'est l'histoire de l'Europe, c'est l'histoire de l'humanité, quoi. Donc il y avait cette je sais pas, il y avait un rayonnement qui était très fort. C'est juste des très bons acteurs que je connaissais bien aussi. Il fallait qu'il y ait quelque chose de l'ordre de la confiance en fait entre nous pour faire ça, parce que c'était un mode de travail quand même très particulier. Si aujourd'hui Vlodka Blitt-Robertson vit toujours à Londres, Paul Fehlenbock, qui avait embrassé une carrière scientifique à laquelle rien ne le prédestinait, est décédé. David Lescaut en garde évidemment un souvenir ému. C'était un moment fort, l'enterrement de Paul, parce que voilà, je sais qu'il a tenu à ce qu'on mette dans son cercueil un exemplaire du livre, de ce qui reste. Je sais que c'était quelque chose de très fort, de très important pour lui, pour les dernières années de sa vie, quoi. Et je l'ai senti au moment où j'ai pris la parole pendant son enterrement, parce qu'on avait un lien très fort à partir de cette histoire, quoi. Et comme l'a dit David Lescaut, la pièce de théâtre Ce qui reste a aussi été adaptée en livre. C'est aux éditions Gallimard dans la collection Haute Enfance. Voilà, merci à Margot Siffer. On va terminer ce RCJ Midi spécial, prendre quelques minutes de plus avec deux témoignages lus par les comédiens mobilisés pour cette semaine spéciale Ghetto de Varsovie sur RCJ. Le comédien et metteur en scène Sti Suissa incarne l'historien et activiste Emmanuel Ringelblum, enfermé avec sa famille dans le ghetto de Varsovie avec de nombreux autres écrivains, rabbins, scientifiques. Il va rassembler journaux intimes, des documents, des papiers officiels, des affiches, des décrets pour témoigner aux générations futures de ce qu'a été la vie et l'enfer au cœur du
du ghetto de Varsovie. 25 000 pages seront ainsi conservées grâce au travail de ce groupe. Steve Fissa lit un extrait des notes du ghetto de Varsovie. Le journal d'Emmanuel Riegel-Blum. Notes du ghetto de Varsovie, août 1941. Les cadavres sont transportés sur des charrettes tirées par des chevaux ou tirées à la main, ou sur des rickshaws-vélos, sur des brancards ou sur n'importe quoi d'autre. Les charrettes tirées par les chevaux sont chargées de corps, pas seulement à l'intérieur, mais par-dessus. Il y a 3 ou 4 cercueils remplis de corps qui débordent. Dans certaines maisons de familles très pauvres, comme celle de la rue Wolinska, des familles entières meurent. Il arrive quelquefois que le cadavre de la dernière personne à mourir reste dans l'appartement pendant de longs jours, jusqu'à ce que la puanteur du cadavre en décomposition alerte les voisins. Des rats ont entamé des cadavres qui étaient restés plusieurs jours dans un appartement. Au numéro 7 de la rue Wolinska, 10 appartements se sont trouvés vides tout d'un coup. Tous les occupants étaient morts. Il est fréquent que toute une famille meure le même jour, ou en l'espace de quelques jours. Si la situation continue comme cela, le problème juif de Varsovie se résoudra de lui-même. Voilà donc pour ce témoignage. Autre témoignage, celui de Marie Berg, autrice du journal du ghetto de Varsovie. Son témoignage est lu par le comédien Stéphane Fraisse. Marie Berg, le ghetto de Varsovie, journal. Le 31 juillet 1941. Il y a beaucoup d'enfants, à moitié nus. Leurs parents sont morts. Ils sont là, assis dans la rue, vêtus de haillons. Leur corps est d'une maigreur effrayante. Les os transpercent la peau qui est jaune et parcheminée. Ce sont les premières marques du scorbut, au stade terminal de cette terrible maladie. Les pauvres petits corps sont tout ballonnés, couverts de plaies purulentes. Quelques-uns parmi eux ont perdu leurs orteils. Ils se roulent en boule sur le sol et gémissent. Ils n'ont plus apparence humaine. Ils ressemblent plus à de petits singes qu'à des enfants. Ils ne mendient même plus du pain. C'est la mort qu'ils mendient. Près d'une petite table, une vieille femme vend tout un assortiment de brassards de qualités diverses, de 50 groschets à 2 zlotys. Les moins chers sont faits de papier, avec l'étoile de David imprimée dessus. Les plus chers sont de lin, avec des élastiques et l'étoile de David brodée à la main. Ces brassards se vendent bien dans le ghetto. Les Allemands sont très sensibles à ce propos. Quand ils remarquent un juif dont le brassard est sali ou froissé, ils le bastonnent sur le champ. Merci à Stéphane Fraisse et à tous les comédiennes et comédiens que vous entendrez cette semaine sur l'antenne de RCJ lire ces témoignages et ces textes du ghetto de Varsovie. C'est la fin de cette émission spéciale. On a grignoté 5 minutes à nos amis de l'UEJF. À vous, Elsa Parian, toutes mes excuses, toutes nos excuses. L'impertinence, c'est dans quelques secondes. Tout à fait, Rudy. Merci. On se retrouve avec Noureddin Skirker, président de Jalons pour la paix, association d'Aubervilliers, et Ariel Schwab, directrice générale associée chez Havas Paris, pour nous parler des initiatives de vivre ensemble et de médiation interculturelle qu'ils mettent en place et auxquelles ils ont contribué depuis plusieurs années maintenant. Voilà, c'est l'impertinente, c'est dans quelques secondes. Et puis quant à nous, on se retrouvera évidemment demain pour cette journée de Yom HaShoah consacrée sur RCJ, donc à cette révolte du ghetto de Varsovie. Très belle journée. Dans un instant, l'impertinente. RCJ Midi, édition spéciale, les 80 ans de la révolte du ghetto de Varsovie.